Bonjour les secondes 2. Alors, deuxième partie, deuxième vidéo pour continuer notre chapitre d'histoire sur l'humanisme et la Renaissance. Alors là, on va faire une séquence assez rapide puisque, souvenez-vous, on avait travaillé sur le personnage d'Erasme qui avait permis de dégager un petit peu le portrait robot de ce qu'était un humaniste. Et dans cette séquence ici, on va simplement compléter le cours de la première partie qui va reprendre de manière un peu plus générale ce qu'on a vu sur Erasme. Donc voilà, on ne va que reformuler en quelque sorte les choses qu'on a évoquées avec Erasme, donc ça devrait aller très vite. Et ça va vous permettre de réviser un petit peu ce qui a été vu avec Erasme. Alors, premier point, dans vous voyez, cet humanisme qui est une nouvelle façon de penser l'homme. Hein, souvenez-vous, le chapitre précédent, on a vu qu'il y avait une nouvelle façon de penser le monde. Hein. Finalement, on avait la preuve formelle que la Terre était ronde. On s'était interrogé sur les peuples nouveaux qu'on avait découverts. Donc on réfléchit sur ce monde nouveau qui apporte de nouvelles richesses. On réfléchit aussi donc dans ce chapitre sur la place de l'homme hein, dans ce monde nouveau. Alors, premier point, une philosophie qui s'appuie sur des textes antiques, hein, on en a quand même pas mal parlé, cette volonté de rechercher des vieux livres, de comparer les traductions pour en essayer d'en établir une version la plus proche possible de l'original, et on essaye aussi de la rendre accessible à un maximum de personnes. Alors, vous avez ici un texte, là c'est pareil, je ne vais pas vous le lire, vous l'avez sous vos yeux, vous pouvez prendre le temps hein, même de faire une pause dans la vidéo pour la regarder, et puis enfin pour le lire, en même temps vous l'avez dans votre poly, mais il est peut-être un peu petit. Euh, Vous avez ici un texte qui, voilà, euh, vous fait un peu un comparatif entre ce qu'était l'école ou la culture au Moyen Âge et ce qu'elle est à cette époque-là, au 15e, 16e siècle, on est même au 16e siècle, hein, puisqu'on est en 1546, où donc ici, Pierre de la Ramée compare avec un petit peu presque de la moquerie hein, les études qui étaient faites au Moyen Âge et puis les études qui sont faites à présent. En disant voilà, il y a à peu près 100 ans, finalement, les gens ne savaient pas grand-chose, mais maintenant, 100 ans plus tard, voilà, les choses ont véritablement évolué. Et s'il y avait peu de gens qui comprenaient le grec, maintenant tout le monde lit le grec sans problème. S'il y avait peu de gens qui étaient capables de lire le latin, maintenant tout le monde lit le latin sans problème. Donc c'est un peu une espèce de comparaison un peu moqueuse hein, de l'avant et de l'après. Alors qu'on est plutôt dans une tendance maintenant où les gens ont plutôt tendance à dire que c'était mieux avant. Hein, là, c'est plutôt, voilà, c'était vraiment minable avant. Et puis vous avez ici, voilà, une couverture, hein, une illustration de couverture voilà, d'une traduction de la Bible, hein, où on vous dit, voilà, ici, hein, donc vous avez le titre, vous avez ici les sources, hein, donc voilà, hein, quatre sources en quatre langues différentes, oui, hébraïque, chaldéenne, grecque et latine. Hein. Donc c'est à l'issue de la lecture et la traduction de ces quatre sources différentes que l'auteur ici en a rédigé une version qu'il estime être relativement probante. Voilà, donc on a bien le résumé de ce que je vous avais expliqué la fois d'avant. Donc au XVe siècle apparaît un nouveau courant intellectuel, l'humanisme. Les humanistes dénoncent la connaissance approximative des textes de l'Antiquité, hein, notamment parce que peu de gens y avaient accès, et puis je rappelle, hein, les copies des moines étaient peut-être source d'erreurs, et prônent donc un retour à l'étude des auteurs antiques, hein, parce qu'ils voilà, sont tout à fait conscients qu'à l'époque de l'Antiquité, il y avait des intellectuels hein, qui étaient brillants, notamment chez les Grecs, surtout pour la philosophie, les sciences et la technique, chez les Romains, beaucoup pour la littérature et l'histoire. Hein. Donc voilà, des gens comme Platon, Plutarque,
Pour les Romains, il y avait Pline, hein, notamment. Voilà, on part à la recherche de ces livres-là, on les traduit, on les compare, on en fait des versions les plus crédibles possibles, et l'objectif c'est de s'appuyer sur ces choses-là qui sont sérieuses, déjà des études sérieuses pour l'époque, pour essayer voilà, de faire avancer la science et la réflexion. Donc ça a quand même, ça induit certaines conditions, hein. Les humanistes doivent donc connaître les langues anciennes, donc au moins l'hébreu, le grec et le latin. Euh, et donc du coup, tout ce que je viens de vous expliquer, hein, ça se résume un peu en une expression qui est la philologie, hein. Qui est une discipline qui est encore étudiée à l'université, hein, qui est en fait l'étude des textes anciens, hein, et qui voilà, et cherche à rétablir en quelque sorte une certaine forme de vérité, hein, de trouver, de reconstituer des versions les plus proches possibles des textes originaux, hein, en comparant les différentes versions qu'on trouve et en essayant de comprendre pourquoi il y a des différences, quelle est la bonne version. Voilà, c'est un travail un peu de détective, hein, mais qui nécessite une très très bonne maîtrise des langues, hein, et être capable de bien les traduire. Donc la redécouverte de ce savoir antique doit permettre à l'homme d'accéder à la sagesse et d'exercer, il doit y avoir une faute de frappe là, je m'excuse, j'ai dû revoir ma phrase et puis j'ai bidouillé un truc, donc ça va pas, donc de s'exercer, hein. Alors, ou vous enlevez le 2 et ça fait et d'exercer sa liberté, ou, enfin, ouais, c'est même d'ailleurs ça, donc mettez un peu de blanco sur le 2 et voilà, les choses reviennent dans l'ordre. Donc, d'exercer sa liberté en pleine conscience, hein. On part du principe, on ne va pas faire de la philosophie, vous êtes encore un petit peu jeune pour ça, mais je pense que vous pouvez le comprendre. C'est-à-dire que voilà, plus on sait de choses, mais si, ben, si, je vous l'ai déjà expliqué, je crois que c'était d'ailleurs une de mes premières longues tirades en début d'année. Euh, Plus on sait de choses, parce que je vous avais parlé du bien fondé de l'école, plus on sait de choses, plus on est libre, en quelque sorte, hein. On l'a vu en géographie pour les filles, notamment, hein. On constate que c'est dans les pays où l'école est interdite aux filles, que voilà, bah, elles ne savent ni lire ni écrire, elles sont donc dépendantes d'un mari, elles sont mariées très jeunes, elles servent avant tout à faire des enfants, elles sont complètement dépendantes de leur mari, alors que dans les pays voilà, où les filles peuvent suivre des études, et ben voilà, elles ont leur destin en main, elles maîtrisent leur sexualité, elles maîtrisent la vie qu'elles veulent mener, si elles veulent mener une carrière professionnelle, elles en ont le droit, ce qui leur donne une certaine forme d'indépendance financière, ce qui fait que bah, elles ne dépendent pas uniquement de leur mari. Donc voilà, hein, ça c'est un exemple. L'autre exemple que je vous avais donné en tout début de cours, c'était en tout début d'année, c'était de vous dire que voilà, plus on sait de choses, plus on est libre de penser ce qu'on veut, hein. Je vous avais parlé de l'orage, hein, par exemple, qui était, allant dans l'Antiquité, la manifestation d'une colère divine. Les gens étaient obligés de croire ça, puisqu'ils n'avaient aucun autre élément à opposer à ça, hein. Donc on était bien obligé de le croire. Maintenant, voilà, on sait très bien que c'est un phénomène physique, hein, l'orage, et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec Zeus, hein. Donc un prof qui vous dirait maintenant que voilà, l'origine de l'orage c'est Zeus, je pense que ça prêterait à rire et en même temps à vous inquiéter sur la qualité de la maîtrise de votre prof. Donc de la maîtrise scientifique de votre prof. Donc plus on sait de choses, plus on est capable de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc c'est pour ça que voilà, vous allez vers la voie de la, enfin, vous allez dans la voie de la sagesse, hein, puisque voilà, vous êtes capable de réfléchir par vous-même, d'avoir des éléments de comparaison et de vous faire votre propre opinion. Moins on sait de choses, plus on est dépendant des autres. Voilà. Donc la philologie, hein, l'étude des textes anciens, pour essayer voilà, d'en établir une version la plus exacte possible. Alors, comme je vous l'avais dit aussi, hein, c'est pas qu'on croit plus en Dieu, mais on croit surtout beaucoup en l'homme, hein, et qu'on estime que l'homme, comme il a été créé
par Dieu. Hein. Encore une fois, vous voyez, ça part du même point de départ, mais l'objectif n'est pas le même. Au Moyen Âge, l'homme avait été créé par Dieu, il n'y a pas de problème. Des deux côtés, on part de ce même point de départ. Mais au Moyen Âge, voilà, l'homme était créé par Dieu, il a déçu Dieu, il doit baisser la tête, se faire discret et mériter de nouveau de se faire aimer par Dieu. Pour les humanistes, si Dieu a créé l'homme, il a forcément fait quelque chose de bien, il l'a créé à son image, donc l'homme, il est doué d'intelligence, il est capable de faire de belles choses et il doit le montrer à Dieu que voilà, il déçoit pas et il est capable de faire de très belles choses. Donc on part du même point de départ, mais l'interprétation n'est pas du tout la même après. Donc les humanistes, pour eux, ils croient avant tout en l'homme. Il a été créé par Dieu, certes, mais maintenant c'est à l'homme de jouer. Et vous avez, pareil, je vous laisserai lire le texte, mais vous verrez, ici d'ailleurs, on voit très bien qu'à un moment donné, voilà, donc lorsque son œuvre fut achevée, donc l'artisan, vous voyez, donc du coup, il y en a quand même qui émettent des doutes sur l'existence de Dieu, tout au moins son appellation, dire peu importe, selon les religions, il y en a qui l'appellent Dieu, d'autres qui l'appellent par d'autres noms. Donc ils ont pris un titre générique, l'artisan, donc celui qui a fabriqué, quelque sorte, mais c'est un peu ambigu, quoi. Pour l'Église, c'est un peu un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Donc ça ne va pas plaire. Donc l'artisan voulut une créature capable de concevoir le plan d'une si grande création, d'aimer sa beauté, d'admirer sa grandeur. Donc lorsque tout fut achevé, le grand artisan décida que l'homme, auquel il ne pouvait rien donner, qui n'appartint qu'à lui, partagerait toutes les qualités qui étaient particulières à chacune des autres créatures. Donc il conçut l'homme comme une créature de nature indéterminée en le plaçant au milieu de l'univers. Donc voilà, ici, les formulations sont un peu lourdes, c'est de l'ancien français qui a été retraduit, mais ça donne toujours des tournures de phrases un petit peu lourdes, mais voilà, on dit bien ici que c'est quand même toujours l'homme qui est à la manœuvre, pardon, Dieu qui est à la manœuvre, c'est lui qui décide, c'est lui qui conçoit, mais derrière, il faut dire ici, en le plaçant au milieu de l'univers, je ne t'ai donné au Adam, donc le premier homme, selon la religion chrétienne, aucune place ni aucune forme n'appartenant qu'à toi seul, ni aucune fonction particulière, et pour cette raison, afin que tu puisses avoir et posséder selon ton désir et ton jugement, la place, la forme et les fonctions que tu désireras. Autrement dit, voilà, moi je t'ai créé, maintenant c'est à toi de jouer, c'est à ton destin en main, à toi de faire ce que bon te semble. Donc ça veut dire que l'homme, effectivement, est doué de raison, d'intelligence, et que donc du coup, il a une certaine liberté d'action, une certaine liberté de ce qu'il veut devenir. Vous avez ce dessin-là, vous connaissez forcément, une ébauche de Léonard de Vinci, qui vous montre là aussi que l'homme est une création parfaite, puisque voilà, il est voilà, bien proportionné et que voilà, son abdomen ici est un peu au centre d'un rectangle, il est aussi au centre d'un cercle. Donc on essaye, on essaye de démontrer que voilà, le physique d'un homme est parfaitement conçu. Alors bon, je dis d'un homme, ça serait une femme, ça serait pareil. C'est parce que là, on a un homme représenté. Mais voilà, l'être humain voilà, est parfait, il s'inscrit dans les principales formes géométriques. Donc ce qui montre voilà, la réussite de cette création. Donc physiquement, il est parfait, il est intelligent. Donc voilà, à cette époque-là, on a beaucoup d'espoir en l'homme. Donc l'homme devient le centre d'intérêt des humanistes, c'est pour ça qu'on appelle ça l'humanisme, comme Pétrarque ou Pic de la Mirandole. Alors je vous fais grâce d'apprendre tous ces noms-là, je ne vais pas vous demander ça en interro, même si généralement Pic de la Mirandole, vous ne l'oubliez pas parce que c'est un peu original comme nom. L'homme est présenté comme un être doué de raison, de liberté, capable de devenir ce qu'il souhaite être. Voilà, c'est à la naissance, voilà, c'est un petit bébé, mais qui, au fur et à mesure, devient intelligent. Et puis, voilà, s'il veut être maçon, il sera maçon. S'il veut être imprimeur, il sera imprimeur. S'il veut être navigateur, il sera navigateur. C'est voilà, c'est à lui, c'est lui qui décide finalement de son avenir.
Alors que les autres animaux, voilà, cherchent pas à être autre chose que ce qu'ils sont, hein. Une fourmi, elle ne cherche pas à devenir reine à la place de la reine, hein. Et puis la fourmi va pas dire un jour, oh bah aujourd'hui j'ai la flemme, je travaille pas. Les animaux répondent à des instincts qui sont pas forcément contrôlés, hein. Quand ils ont faim, ils vont manger, quand ils ont envie de dormir, ils vont dormir. Mais voilà, ça se résume généralement à peu près à ça leur vie, hein. Alors que nous, voilà, on a des initiatives, euh, on peut évoluer. Je n'entre pas encore une fois dans le débat entre les hommes et les animaux, vous ferez ça en philo, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont en train de se dire, mais non, mais les animaux sont bêtes, mais sauf mon chien qui est super intelligent, quand je lui jette un bâton, il va le chercher, il me le ramène. Oui, alors ça ne fait pas de l'intelligence, quoi, hein. Ça veut dire que le chien, il a compris que quand il ramène le bâton, vous lui filez un petit morceau de sucre, et donc, bah voilà, ça remplit son estomac, donc il est content. Voilà, il vient de dire que voilà, mon chat, il me comprend parce que quand je suis triste, il est triste aussi. Oui, enfin, ça fait pas du chat un être évolutif. Donc voilà. Donc ça sera un autre débat plus tard dans d'autres matières. Alors, né au XIVe siècle, hein, au milieu du XIVe siècle, l'humanisme se répand au départ en Italie, c'est un mouvement italien, hein. Et c'est, parce que vous allez me dire peut-être, vous y avez peut-être déjà pensé, que ces intellectuels, hein, comme Erasme, etc., quand je vous en ai parlé, qui voyagent en Europe, eh ben, il faut de l'argent quand même pour vivre uniquement de lecture et de traduction, et puis de circuler à droite à gauche en Europe. Et ben, ces gens-là, effectivement, ils sont protégés en quelque sorte par des personnages, généralement des nobles, hein, mais qui sont assez visionnaires, ou bien des bourgeois aussi, hein, qui ont de l'argent, et qui trouvent que bah, ce que ces humanistes font, c'est intéressant, et comme ils ont plein d'argent, bah, ils sont prêts à en consacrer une petite part pour permettre à ces humanistes de continuer leur quête du savoir. Et donc, voilà, un mécène, ça reste encore valable, c'est un terme qui existe de nos jours, hein. C'est quelqu'un qui donne de l'argent sans rien attendre en retour, hein. C'est pas de la subvention, hein, c'est pas euh, du partenariat, c'est-à-dire que comment vous dire ça, c'est pas du sponsor, hein. Sur les maillots des équipes de foot, il y a des noms d'entreprises, mais il y a des noms d'entreprise, mais voilà, c'est l'entreprise, elle donne de l'argent au club pour que le nom de l'entreprise soit sur le maillot et qu'on le voit à la télé. Ça, voilà, c'est un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Un mécénat, ben, si vous allez par exemple au musée du Louvre, vous avez un endroit, je crois, un mur où on a mis le nom de tous les mécènes, parce qu'on estimait qu'on pouvait au moins mettre leur nom. C'est des gens qui, en fonction de leur argent, disent, bah voilà, j'ai un peu d'argent, je trouve que le projet du Louvre à Lens, c'est super, bah, voilà, j'apporte ma petite contribution pour permettre à ce projet de se réaliser. Mais c'est tout. C'est pas, on ne met pas le musée à leur nom, on ne met pas une galerie à leur nom. C'est ça le mécénat. C'est tiens, bah, ce que vous faites, ça me plaît. J'ai de l'argent, bah, je vous en donne pour le faire. Ça existe encore chez les artistes, hein, de nos jours, hein, des peintres ou même des musiciens. On le voit aussi maintenant. Je ne suis pas technicien là-dessus, mais vous le savez sûrement mieux que moi, mais il y a sur Internet des plateformes collaboratives comme ça, où il y a des artistes qui disent, voilà, je voudrais, j'ai envie de, enfin, j'ai des chansons pour faire un nouvel album, mais j'ai pas l'argent suffisamment l'enregistrer. Est-ce que voilà, les gens veulent bien participer, ouais, ce qu'on appelle des plateformes participatives, je crois, pour financer mon disque, et puis bah, voilà, vous aurez votre nom sur le disque. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être des gens qui font des inventions, hein, qui disent voilà, on a créé ce truc-là, mais il nous faut autant d'argent pour pouvoir le fabriquer. Est-ce qu'il y en a qui croient en notre projet et qui veulent nous apporter un petit peu d'argent? Donc voilà, le mécénat c'est ça, et ça existait déjà au XVe siècle. Donc vous avez des seigneurs, hein, voilà, sont intéressés parce que ces humanistes font, et donc leur donnent de l'argent.
Alors, ces humanistes peuvent être des hommes d'église, hein, comme Erasme, qui est un moine flamand, des hommes de lettres, hein, comme Pine de la Mirandole, qui est un humaniste italien, des hommes de science, comme Vézal, qui est un médecin flamand. Alors, Vézal, c'est assez intéressant, si un jour vous faites des études un peu plus poussées là-dessus, sur cette période. Vézal, c'est un médecin, et donc lui, bah, il a prouvé que c'était pas mal, parce qu'il était, je vous rappelle, hein, à cette époque-là, tout au long du Moyen Âge, il était absolument interdit de toucher un corps, hein. Quand il était mort, hein, c'était une création divine. On ne touchait pas aux créations divines. Et dans ces humanistes-là, hein, qui cherchent à comprendre comment le monde fonctionne et comment l'homme fonctionne, euh, et ben, ils sont curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, hein. Et donc, il y en avait qui allaient piquer dans les cimetières des corps pour aller les disséquer. Mais ça, si jamais ils se faisaient toper, c'était la mort assurée, hein, dans d'atroces souffrances. Le tribunal de l'Inquisition, il est jugé pour sorcellerie ou des gens manipulés par le diable. Et donc, voilà, c'était terrible. Et donc, Bavézal, lui, il a essayé de contourner la chose en disant, bah, je peux aller éventuellement, il faut que je me trouve bah, des corps, hein, pour voilà, essayer de voir comment ça fonctionne, comment ça marche, ce que je peux faire éventuellement pour les réparer quand il y a des problèmes. Et donc lui, il allait sur les champs de bataille, hein, après les batailles, parce qu'il y avait des guerres encore à l'époque, et il allait sur les champs de bataille, piquer des cadavres, ou tout au moins regarder un peu les blessés, savoir voilà, qu'est-ce qui leur arrivait, pourquoi ils étaient en train de mourir. Et c'est par exemple lui qui a mis en place les premières ligatures euh, d'artères notamment, hein, quand il y avait des coups d'épée, hein, etc., qui avaient coupé à moitié une jambe. Je vous avais déjà expliqué, hein, même encore plus tard que cette période-là, hein, malheureusement, parce que Vézal, forcément, il n'a pas révolutionné ça en quelques jours, et puis c'était assez difficile à faire. Il s'est rendu compte que quand il y avait une blessure et qu'on coupait, hein, parce que la plaie allait s'infecter, hein, je vous avais expliqué ça, hein, une blessure au pied, on, on brûlait, hein, la plaie pour qu'elle cicatrise plus vite, mais en fait, on accélérait le problème, puisque en brûlant la peau, on brûlait ce qui fait le barrage entre le monde extérieur et l'intérieur de notre corps, et donc empêcher les microbes de rentrer. Si vous brûlez la peau, bah là, les microbes, ils se régalent et ils rentrent dans votre plaie, ce qui fait que généralement, bah, ça accélère le processus d'infection. Donc, du coup, on coupe le pied, on brûle à la cheville, puis après, on coupe le genou, puis on brûle le genou, et puis etc. Et puis finalement, on finit par mourir. Donc, il avait bien constaté que c'était pas une bonne solution de faire ça. Et que, mais pour couper une hémorragie, il fallait faire autre chose que brûler. Et donc, bah, essayer de recoudre les artères, ou de recoudre les plaies, c'était peut-être préférable, hein. Et donc, c'est lui qui est un peu à l'origine de tout ça. C'est de faire des points de suture, d'essayer de les faire des ligatures, de, de boucher, hein, de boucher l'artère ou de boucher une veine pour stopper l'hémorragie sans passer par le feu. C'était des pistes intéressantes. Donc il allait sur les champs de bataille et puis il faisait des expériences. Voilà, voilà. Et donc, bah, toutes ces idées, elles se diffusent assez rapidement en Europe par deux manières, hein. Vous voyez, donc là, je vous avais expliqué, hein, le point de départ, c'est quand même l'Italie du Nord. Et puis ensuite, ça se développe en Europe. Et donc, il y a trois grands foyers, hein, en secondaire. Il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, hein, avec la Belgique, et puis il y a le Val-de-Loire. Souvenez-vous, pour ceux qui ont fait le petit voyage virtuel avec moi, on s'était arrêté, hein, dans le Val-de-Loire, à la deuxième étape, où on avait vu les châteaux du Val-de-Loire, la petite escapade là, et puis on avait aussi fait un petit tour au Clos Lucé, hein, le château qui était juste à côté d'Amboise, où Léonard de Vinci a fini ses jours, hein. Donc vous avez un petit musée Léonard de Vinci dans ce château qu'on a visité virtuellement. Donc bah voilà, hein, nos humanistes, ils circulent à droite, à gauche, dans ces foyers-là, ils se rencontrent, ils s'écrivent, ils viennent faire des cours, voilà, hein, et ce sont, voilà, c'est l'ébauche de la République des lettres, hein, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis, autre moyen de diffuser le savoir, c'est l'imprimerie, hein. Donc, je rappelle, on essaye d'éviter le recopiage de livres, hein, puisque je vous ai expliqué que c'était
vraiment source d'erreur, hein. Alors dans un premier temps, on a essayé de trouver un moyen, hein, de pouvoir imprimer des livres sans erreur, hein, et c'est ce qu'on a appelé la xylographie. La xylographie, on coupe le mot en deux, hein, avec le suffixe graphie, donc écriture, et xylo, le préfixe euh, bois, hein. Et donc c'était de l'écriture sur bois, c'est-à-dire qu'on faisait comme, comme ici, hein, avec les caractères, on va en reparler après, on, on imprimait, hein, avec un marteau et un biseau, hein, on creusait, hein, dans une plaque de bois l'écriture. Et donc, pour faire constituer la page. On badigeonnait d'encre, on plaquait une feuille dessus, et puis donc on avait le texte imprimé, hein, qu'on avait sculpté en quelque sorte sur la planche de bois. Le problème, c'est que le bois, il n'aime pas trop l'eau, hein, donc à force de badigeonner d'encre, ben, forcément, ce qu'on a gravé, ça gonfle un peu, ça se déforme, donc du coup, ça devient moins lisible, et puis à force, le bois, il pourrit, et puis c'est très encombrant. Imaginez une plaque de bois par page, quand vous faites un, vous voulez imprimer la Bible, il vous faut un sacré hangar pour stocker chaque planche de bois, hein. Donc c'était pas véritablement intéressant. Et puis ben, les progrès de la technique à l'époque, hein, qui se font en parallèle de ce que je vous explique, ben, permettent de développer aussi des, comment on va dire, des combinaisons, des alliages, hein, de métaux, et donc on développe le plomb, ce qui fait qu'on peut faire ce qu'on appelle des caractères mobiles, hein, donc au lieu d'avoir des pages, on a des lettres, en fait, hein, donc c'est des petits caractères, et qu'on met les uns à côté des autres, hein, et donc des lettres à côté des autres, ça fait des mots, les mots les uns à côté des autres, ça fait des phrases, et puis donc on peut établir une page avec une multitude de petits caractères. On imprime la page autant de fois qu'on veut. Et puis, une fois qu'on n'en a plus besoin, on dévisse les côtés de la page du bloc de plomb. Et puis, on enlève les caractères mobiles qu'on peut réutiliser pour reconstituer une page. Donc là, vous voyez, vous avez les textes écrits à la main, hein, les textes originaux qui servent de modèle. Là, vous avez ces gens qui constituent petit à petit, on le voit ici aussi, hein, les pages. Et puis ensuite, voilà, on badigeonne l'original en plomb, hein, d'encre qu'on met sous la presse, hein, on serre, et puis en mettant une feuille de papier. Et donc on a à la fin le texte imprimé, hein, qui se retrouve ici, et puis après on va rassembler les pages pour en faire un livre. Donc ça crée aussi un nouveau métier, imprimeur. Alors l'imprimeur, c'est quelqu'un, c'est un homme d'affaires, hein, parce que il faut qu'il choisisse les bons livres à publier, parce qu'il faut qu'il les vende. C'est un homme lettré aussi, parce qu'il faut qu'il vérifie un peu si les gens qui travaillent ici font pas n'importe quoi. C'est voilà, quelqu'un qui est en lien aussi avec les humanistes. Donc voilà, c'est autant on avait vu aussi du côté des expéditions, les armateurs, hein, deviennent les hommes forts dans la découverte du monde, en faisant du business de bateau et de ce qu'il y avait dedans. L'imprimeur, ça devient un peu la même chose, mais dans un contexte plus culturel, hein. C'est un ingénieur, parce qu'il pareil, il est capable aussi de bidouiller, de réparer les machines. On voit les feuilles qui sèchent, là, d'abord, hein, ici, vous voyez, avant après d'être stockées. C'est un technicien, c'est un ingénieur, c'est un homme d'affaires, c'est un type lettré. Donc voilà, il a beaucoup de cordes à son arc, hein, et ça devient un homme très respecté, tout au moins des milieux cultivés. Donc voilà, hein, la diffusion des idées humanistes se fait par le biais de plusieurs moyens, des ateliers d'imprimerie, hein, donc l'invention d'imprimerie mise au point vers 1450 par Gutenberg, hein, ça tout le monde sait à peu près, qui permet d'imprimer des textes et de les reproduire à un grand nombre d'exemplaires. Du coup, ça coûte moins cher aussi, hein, que de les recopier à la main, et ça va plus vite. À la différence des manuscrits du Moyen Âge, les textes ne sont plus recopiés à la main, qui sont source d'erreur, hein, mais imprimés sur des feuilles de papier. Je pense que l'avoir suffisamment expliqué. Et puis aussi donc des universités, hein, de nombreux humanistes sont professeurs dans des universités, et puis ils enseignent donc du coup l'humanisme à leurs étudiants. Pour les humanistes, l'homme doit être formé pour exercer son esprit critique,
La pédagogie est fondée sur la raison et le dialogue et non plus sur l'autorité et les châtiments corporels comme au Moyen Âge. De toute façon, au Moyen Âge, ce qu'on apprenait surtout, c'était les textes de la Bible. Il fallait les apprendre par cœur et puis c'était tout. Hein, on ne demandait pas aux gens de comprendre. Tandis que là, encore une fois, je vous l'ai expliqué, on essaye de développer l'esprit critique des gens, de leur donner une base documentaire et de connaissances pour leur permettre ensuite, eux, de réfléchir par eux-mêmes et de se faire leur propre opinion. On leur donne les éléments et puis on leur demande de réfléchir dessus. Les humanistes se lient souvent d'amitié et entretiennent une correspondance dans laquelle ils évoquent leurs réflexions, comme Erasme et l'anglais Thomas More. Alors, Thomas More, ça va devenir un des conseillers des rois d'Angleterre, la famille des Tudors, donc chancelier du roi Henri VIII notamment. Voilà, ils voyagent, ils se rendent visite, ils correspondent entre eux. Et donc, vous voyez, ils se lient d'amitié aussi avec des imprimeurs, comme ici Aldemanocci à Venise, mais là c'est pareil, c'est pas un nom à retenir. Donc, il y a une espèce de réseau qui se crée entre ces intellectuels de différents pays. Comme ils parlent tous plein de langues, c'est pas un problème, ils peuvent communiquer entre eux, et ils rêvent, voilà, que cette mise en place de ce réseau d'intellectuels soit la première étape pour créer un monde idéal qui serait basé sur la connaissance, la réflexion, l'intelligence, et donc du coup la sagesse, et donc un monde de paix et d'égalité entre les gens, ce qu'ils vont appeler la République des lettres. Donc ça, c'est l'objectif qu'ils espèrent atteindre, mais sans vouloir tuer le suspense, qu'ils n'atteindront jamais. Voilà pour cette première partie. Donc on a vu l'étude de cas là, sur Erasme, et puis on a vu là ici la remise en place dans le chapitre de ce qu'on a vu avec Erasme, mais de manière plus générale. Donc j'espère que voilà, la base de l'humanisme c'est bien compris. On verra dans la deuxième partie des choses plus concrètes, notamment un petit peu avec plus on va regarder un peu l'art, parce que l'humanisme va s'exprimer aussi dans l'art. Et puis la troisième partie, on verra les conséquences que ce mouvement a eu sur l'Europe, et ça a été assez sanglant. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.